Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à Sarreguemines. On fera un focus sur son centre-ville. Ce sera en fin d'émission dans notre magazine On Tour. Notre invité aujourd'hui est un Sarregueminois qui s'est mobilisé en politique et qui préside l'association Agir pour Sarreguemines. François Bourbeau, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est jour de grève, mais Marie-Morgane est là, fidèle au poste. Coucou. Salut. Et c'est un thème, justement, cette grève qui t'a inspiré pour la question du jour. On verra tout à l'heure ce qu'en disent nos internautes. Pour le moment, on va s'intéresser à ce qu'on mange. D'où viennent la viande et les céréales que nous consommons? C'est une question récurrente qui trouve quelques réponses avec l'opération de ferme en ferme. Thibaut, salut. Salut Julia. Explique-nous en quoi ça consiste cette opération de ferme en ferme. Alors l'opération met en valeur plusieurs exploitations locales et c'est également dans le but de présenter la diversité des produits du secteur, mais également de favoriser les échanges entre agriculteurs et consommateurs. Plus de 15 fermes sont présentes pour l'opération le dimanche 29 septembre de 10h à 18h. Alors pas que dans le secteur de Bitche, également dans le secteur de Sarrebourg et aussi du secteur de Sarreguemines. Il y aura de la pisciculture, de l'horticulture, de l'apiculture, mais dans le Beachland, il y aura majoritairement de l'élevage de bovins. Alors on est ici au ranch des bisons à Petit-Réderchin. Il y a un élevage de 180 bisons. La viande est élevée, transformée et vendue en boutique sur place. On a également rencontré Michel Botsung, qui est gérant de la ferme Beau Printemps à Petit-Réderchin, qui nous présentera son exploitation. Alors évidemment, ce dispositif est organisé en partenariat avec la SMAS et la MEM. Et vous verrez en interview, nous aurons David Suc, qui est président de la MEM et qui nous parlera plus en détail de l'opération. Merci Thibaut et puis merci à Uranie au cadrage. On refait donc appel à vous dans quelques instants, juste après le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Jour de grève contre la réforme des retraites, circulation perturbée à la SNCF. Dans la région, un TER sur 2 circule aujourd'hui entre Metz et Forbach et entre Metz et Sarreguemines. 8 trains sur 10 sont prévus pour le trajet Metz-Strasbourg. Les cheminots dénoncent la nouvelle réforme qui supprimera les régimes spéciaux, comme celui de la SNCF, et qui devrait entrer en vigueur progressivement jusqu'en 2025. Les laboratoires de biologie médicale sont également en grève. À Sarreguemines, ils suivent le mouvement national et ferment leurs portes tous les après-midi jusqu'au 1er octobre. Ils protestent contre l'assurance maladie qui veut imposer une diminution des tarifs de 5% en 2020. En cas d'échec des négociations, les syndicats ont indiqué qu'une fermeture totale pourrait être décidée en décembre. Les patients, eux, sont redirigés vers l'hôpital. 19 bouteilles remplies de mégots. C'est ce qu'a récolté en seulement 2 heures un groupe d'élèves du lycée Jean de Pange. Ils ont voulu faire un geste pour l'environnement. Ce matin, ils ont échangé ces bouteilles contre des viennoiseries à la boulangerie au Blé d'Or à Sarreguemines, qui elle aussi s'engage pour la planète. Chaque client qui rapporte une bouteille de mégots recevra une baguette gratuite. Cette opération se poursuit jusqu'au 29 septembre. Pénurie de pommes à Zétain. Cette année, pour la fabrication du jus de pomme, la matière première vient à manquer. En cause, les mauvaises conditions climatiques des 6 derniers mois. Les arboriculteurs ont démarré la presse de jus de pomme. Seulement 1000 litres de jus vont être mis en bouteille contre 8000 litres l'an dernier. L'Aglo booste le très haut débit. Côté ciel, les nouvelles ne sont pas bonnes, mais allez, on va vous les donner quand même. Voici les prévisions peu réjouissantes de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le temps sera très nuageux et humide. On risque d'avoir des averses toute la journée. Seuls quelques rayons de soleil arriveront timidement à se faire une place. Mais le vent sera aussi de la partie avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h. Du côté des températures, elles seront comprises entre 11 et 17 degrés. Demain, nous serons le mercredi 25 décembre et ce sera la Saint-Hermann. Le soleil nous accompagnera de 7h22 à 19h23. L'image du jour nous est envoyée par Antoine Pixin et il l'a accompagnée de ce message. Pauvre arbre, la forêt a disparu, tous les arbres ont été abattus. Il se trouve à présent tout seul comme une âme en peine. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook.
100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. À Petit-Réderchin, la ferme Beau Printemps participe depuis 3 ans déjà au dispositif de ferme en ferme. Vente directe ou encore produits de qualité qu'on ne trouve pas partout sont les credos des exploitants. Reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Si la ferme Beau Printemps n'a pas de boutique sur place, elle se veut proche de ses clients en proposant leurs produits dans les circuits les plus courts. On vend via des revendeurs, on vend aussi en direct, mais à ce moment-là c'est par internet et par livraison, quoi, hein, où moi je fais les livraisons jusqu'à Strasbourg. Sinon, ouais, on essaie de développer localement des partenariats avec des boutiques du coin, quoi. Par exemple, on peut retrouver leurs produits au magasin bio et à l'épicerie fine de Petit-Réderchin, ainsi qu'à Beach, aux saveurs de chez nous. Il leur arrive d'être présents occasionnellement sur les marchés. On est plus sur l'événementiel juste pour se faire connaître et après rediriger les clients vers justement nos revendeurs, quoi. On n'est pas dans une démarche de faire les marchés toutes les semaines parce que ça prend énormément de temps. L'exploitation, spécialisée dans l'élevage de vaches à viande et la culture de céréales, propose également des produits atypiques. Nous, on a développé une gamme de ravioles. Donc on a la raviole de la ferme qu'on propose, donc 5 variétés différentes. On produit des pois chiches depuis 2 ans à la ferme et du coup on propose aussi des dérivés de pois chiches, donc des pois chiches, des pâtes aux pois chiches, donc sans gluten, et puis de la farine de pois chiches également, quoi. En plus de disposer d'une clientèle fidèle en constante augmentation, la famille Botsung n'hésite pas à se faire connaître à travers les événements du secteur, mais aussi sur le web. L'essentiel de nos clients, on les capte par les réseaux sociaux, par internet. Réseaux sociaux très fortement quand même, hein, bien 80% de nos clients. Et après voilà, l'opération porte ouverte de ferme en ferme, c'est la cerise sur le gâteau pour essayer de faire connaître à ceux qui ne sont peut-être pas sur les réseaux ou qui y vont très peu, et puis même ceux qui y vont, qui nous voient mais qui ont quand même envie de voir à quoi ça ressemble vraiment. Pour l'opération de ferme en ferme, bon nombre d'activités sont proposées. De la dictée champêtre en passant par une animation musicale, le grand rendez-vous sera le repas à la ferme. La famille Botsung vous attend pour un moment convivial. L'opération de ferme en ferme existe depuis plusieurs années. A-t-elle toujours autant de succès? Réponse de David Suc, président de l'AMEM. On se renouvelle au travers des exploitations agricoles qui continuent à se diversifier, au travers d'exploitations agricoles qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir ouvrir les portes, au travers d'exploitations agricoles qui ont une diversité de produits qui est grandissante. Et puis on a évidemment cette capacité à faire davantage d'animation, d'innover tous les ans. Et je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui à la fois intéresse le consommateur, qui est fortement d'actualité, parce que c'est du circuit court, c'est des produits locaux. Aujourd'hui où il y a cette interrogation sur le mode de production, où il y a cette interrogation sur le développement durable, où il y a cette interrogation du devenir du monde agricole en milieu rural. Je crois que c'est un sujet d'actualité et ces opérations de ferme en ferme permettent à la fois d'avoir une approche pédagogique, d'avoir une approche, sociale, entre deux mondes qui se rencontrent, celui qui produit, celui qui consomme, parce que ce sont deux mondes qui se connaissent de moins en moins bien, puisqu'évidemment aujourd'hui on ne consomme plus à portée des exploitations agricoles, on a aujourd'hui les commerces, on a tous ces revendeurs, ces structures de transformation qui à la fois ont mis la distance entre le producteur et le consommateur. Et donc c'est des opérations, cette opération-là, c'est quasiment 3000 repas qui sont servis par an, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le monde agricole et c'est entre 5 et 8 000 visiteurs. Et quel est l'impact de cette opération au niveau de l'arrondissement? Comment les exploitants deviennent-ils de vrais acteurs du territoire? Et à quel point cela profite-t-il aux agriculteurs? Réponse de David Suc. Ça leur profite à la fois au niveau de l'image. Je crois que le monde agricole aujourd'hui a besoin de renouer avec le consommateur. Ce n'est pas uniquement le monde agricole qui pollue, le monde agricole qui ne respecte pas la nature, le monde agricole qui fait des produits de moyenne qualité. C'est avant tout le monde agricole qui façonne les paysages. C'est le monde agricole qui est aujourd'hui l'artisan de la biodiversité. C'est le monde agricole aujourd'hui qui nourrit la planète. C'est le monde agricole qui apporte de l'économie en milieu rural. C'est le monde agricole qui apporte encore de la population en milieu rural. Et c'est le monde agricole en définitive
dispositif qui soutient les filières de transformation et toutes ces filières agroalimentaires. Et donc c'est le premier acteur du milieu rural et c'est le premier acteur aujourd'hui sur l'épanouissement de l'humanité avec un grand H. Et donc on a besoin de renouer avec ce sens, on a besoin aujourd'hui de renouer avec cette valeur ajoutée qui doit revenir sur le territoire rural, qui doit revenir au monde agricole pour qu'on puisse à la fois préserver les jeunes générations, qu'on puisse préserver le nombre d'agriculteurs pour qu'on puisse freiner cet agrandissement effréné qui va avoir des répercussions dramatiques sur le plan humain et puis sur le plan sociétal. À Sarreguemines, à présent, le projet Cœur de Ville fait un nouveau pas en avant. La municipalité vient de lancer une étude à caractère commercial afin d'évaluer l'actuel attrait du centre-ville et de ses potentiels développements. L'étude sera menée par l'EPARECA, l'établissement national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, un opérateur public indépendant. Cette étude apportera un regard extérieur de la situation sarregueminoise qui s'intégrera ainsi aux réflexions faites dans le cadre de l'opération Cœur de Ville. Marc Zingraf, premier adjoint au maire de Sarreguemines, nous explique les raisons d'être d'une étude commerciale de ce type. Nous souhaitons affiner notre connaissance du terrain, notamment sur le plan commercial. Action Cœur de Ville propose de réunir l'ensemble des partenaires qui sont censés nous aider à dynamiser le cœur de ville, donc le centre-ville. La dimension commerciale y est particulièrement importante. Nous lançons donc aujourd'hui une étude qui va nous permettre d'affiner, d'être plus proche de certaines initiatives, plus proche des enjeux et des décisions qu'il faut prendre, en relation également avec d'autres enjeux que les enjeux commerciaux. Mais pour pouvoir mettre le curseur à tel ou tel endroit, eh bien, nous avons besoin d'un regard extérieur, d'un regard professionnel sur la question. Voilà, parce qu'il faut pouvoir justifier tout ce que nous allons faire, parce qu'il faut pouvoir justifier les décisions qui sont prises et également rythmer le travail avec nos partenaires. Nous avons l'habitude d'attaquer la question par la question commerciale parce que c'est effectivement l'enjeu central, visible et qui est lié par exemple à la question du logement. Il est important d'avoir une vraie réflexion, un vrai travail de valorisation de la question du logement au cœur de la ville. Donc ça c'est très important. Mais c'est très important de voir aussi quels sont les autres enjeux complémentaires de la question du centre-ville qui se posent. Par exemple, il me semble extrêmement important de garder un conservatoire au centre-ville, de garder de la vie associative également au centre-ville. Ce sont des exemples, d'avoir un établissement scolaire qui a toute sa place au centre-ville également. Voilà, ce sont des questions qui viennent s'ajouter à la problématique commerciale et qui sont liées à cette problématique. Donc comment bien connecter tout cela, comment lui donner un avenir? Eh bien, l'EPARECA par exemple est un établissement public national qui a compétence en la matière et qui va nous donner son point de vue. Le calendrier de l'opération Cœur de Ville, décidé au niveau national, vient se superposer aux échéances électorales. Car les conclusions de l'EPARECA devraient être remises au début de l'année 2020, en plein cœur donc de la campagne électorale pour les municipales. L'opération Cœur de Ville pourrait ainsi devenir un des enjeux de l'élection. Mais pour la municipalité actuelle, ce projet dépasse les clivages politiques. Je crois que le hasard fait que, évidemment, le rendu de ces études tombera à peu près au moment des enjeux électoraux, mais je crois que c'est quelque chose qui dépasse les clivages. Je pense que tout le monde et tous les candidats auront à œuvrer et auront à cœur de défendre le cœur de ville. Et je pense qu'aujourd'hui, vu l'ampleur nationale de la question d'Action Cœur de Ville, il me semble qu'on ne peut pas se situer en dehors d'une action de ce type-là. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y aura peut-être les enjeux du mois de mars, mais que l'étude est bien au-delà de ces enjeux-là, de manière bien dégagée des vicissitudes politiques et de l'action des uns ou des autres. Patience et longueur de temps. La semaine dernière, 3 restaurateurs ont travaillé dans le jardin d'hiver du musée de la faïence de Sarreguemines. Après un travail d'état des lieux et de documentation, ils ont eu une semaine pour restaurer la faïence. Et quand on restaure, tout est une question de patience, de dextérité et de polyvalence. Reportage d'Uranie Tozic. Après la fontaine, point central de la décoration, c'est au tour des pavements muraux du jardin d'hiver d'être restaurés pour la première fois. En amont, un état des lieux, de la documentation et des prises de vue ont été nécessaires. Une fois sur place, il a fallu nettoyer les décors, la poussière s'était accumulée. Ces couches s'accumulent avec le temps, elles altèrent la lisibilité du décor et en plus la poussière est un facteur d'altération pour la céramique.
Il y a un apport d'humidité, la poussière est abrasive, c'est pas juste esthétique, c'est un début conservatoire aussi. Puis, un second constat a eu lieu pour trouver les carreaux fissurés, cassés. Enfin, la restauration peut commencer. Si besoin, on fait des consolidations et une fois que les consolidations sont faites, et les collages aussi, quand les pièces sont cassées, on part sur les restitutions. Et là, c'est plus à but esthétique. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de rôle structurel. On a fait des restitutions de lacunes qui étaient gênantes visuellement. Par exemple, les restaurateurs ont dû recréer des cabochons. Certains manquaient à l'appel. On a moulé des pièces originales qu'on a restituées. Il n'y a aucune interprétation. Tout est documenté. Comme les pièces sont manufacturées, on a quelque chose de très fidèle. Une fois que les tirages sont bien mis à niveau, on fait la réintégration chromatique. Donc on recherche à restituer. Comme c'est un élément décoratif, là on va essayer de se rapprocher au plus près de la couleur originale. Et c'est un travail très spécifique qui nécessite un haut niveau d'expertise et de formation. On est diplômé d'État, agréé à travailler sur les collections de France. Et il faut être très polyvalent, avoir de bonnes notions en sciences, en chimie, en technologie aussi. On peut restaurer un objet quand on comprend comment il a été fabriqué, comment il se dégrade et aussi quel peut être l'impact des produits qu'on emploie. Donc toute notre démarche doit être très mesurée, très réfléchie. Sur ce chantier, ils sont donc habilités à travailler sur la faïence, mais ne doivent pas toucher le bois et les vitraux. Ces derniers feront l'objet d'une nouvelle campagne budgétaire pour que le jardin d'hiver soit enfin comme neuf. Une année peu fructueuse. Les arboriculteurs de Zétain ont commencé le processus de presse de jus de pomme, mais cette année les rendements sont plus que faibles et le jus risque de manquer. En cause, une météo capricieuse durant ces 6 derniers mois. Reportage de Morane Grandcola. Les arboriculteurs de Zétain ouvrent leurs portes aux particuliers pour presser leur jus de pomme. Malheureusement cette année, on déplore une pénurie de fruits. La faute aux mauvaises conditions climatiques. Le problème est qu'on a eu le 14 avril, on a eu un coup de froid. Donc il y a beaucoup de fleurs qui ont gelé. Mais on a eu un deuxième coup de froid donc le 5 mai. Le 5 mai, il a fait -7. Il y avait déjà des pommes, et des petits fruits quoi. Bon, mais c'est pire que quand l'arbre est en fleur. Vous voyez, l'arbre quand il est en fleur, il supporte à la limite, les températures minimales. S'il y a du gel sur des fleurs et que le soleil se lève le matin, ça fait un effet loupe. Et ça brûle les fleurs. Il y a eu par la suite la sécheresse, que vous connaissez aussi, la sécheresse de cet été. Et la plupart des gens qui viennent ici nous disent j'ai déjà 300 kilos qui sont tombés par terre, je ne peux pas vous les ramener parce qu'il n'y a pas de jus, ou alors ils sont à moitié pourris. Les chanceux pour qui la récolte a été plutôt bonne peuvent s'estimer heureux, car seulement 1000 litres de jus vont être mis en bouteille cette année, contre 8000 l'an dernier. Il faut compter environ 56 litres de jus pour 100 kg de pommes. L'année dernière, 3 permanences ont été mises en place pour l'occasion, mais aujourd'hui, seules 2 sont nécessaires pour assurer la presse. Pour l'instant, les arboriculteurs ne peuvent pallier cette pénurie. Ils espèrent que la saison prochaine sera meilleure. Dans un instant, on donne la parole aux internautes et à notre invité François Bourbeau. On partira ensuite en balade au centre-ville de Sarreguemines. A tout de suite. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins. Surveiller votre tension à la maison peut s'avérer très utile. Les tensiomètres électroniques AVS Médical permettent une prise de tension facile, claire et rapide. À partir de 25,90 €. À l'occasion de la Semaine du Cœur, du 21 au 29 septembre, nous ferons une remise de 20% sur certains appareils. Offre valable dans les boutiques de Sarreguemines et de Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers.
Le mois de la mode, c'est chez Pest. Marie-Morgane, on l'a vu tout à l'heure, ces jours de grève, notamment à la SNCF, est-ce que nos internautes sont impactés ? Alors non, car finalement, très peu de nos internautes utilisent le train. Jean-Marie nous a écrit « Pas de problème pour moi, nous n'avons plus de train au Beacherland ». Alors effectivement, l'arrondissement n'est pas beaucoup desservi en train, donc nos internautes trouvent d'autres solutions pour se rendre sur leur lieu de travail, comme Tonino qui prend le bus. Isabelle, elle, est auxiliaire de vie, donc elle utilise sa voiture personnelle. Alors on a quand même posé une question à nos internautes. Pour ceux qui utilisent le train, est-ce qu'ils ont opté pour le covoiturage, par exemple, aujourd'hui ? Et ils sont seulement 7% à avoir répondu « Je fais du covoiturage » et 93% ont répondu « Je me débrouille seule ». Merci Marie-Morgane. Je me tourne maintenant vers vous, François Bourbeau. Alors vous êtes notre invité aujourd'hui, en premier lieu parce que vous aviez une déclaration, une annonce à faire à nos téléspectateurs et plus particulièrement aux Sarregueminois. Exactement. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est une promesse que je vous avais faite quand j'étais venu la dernière fois chez vous. Et vous m'aviez interrogé sur les municipales et je vous ai dit, vous serez la première informée. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis heureux et fier d'être ici pour vous parler de notre ambition collective pour Sarreguemines. En effet, j'ai été missionné par un groupe de Sarregueminoises et de Sarregueminois pour constituer une liste en vue des élections municipales de 2020. Cette liste, nous la voulons à l'image de la société, c'est-à-dire qu'elle regroupera de nombreuses catégories socio-professionnelles et sera d'une sensibilité politique diverse. Cette ambition, nous l'avons construite avec notre vision que nous avons de Sarreguemines, qui veut faire de Sarreguemines une ville lumière et respectueuse de l'environnement, où il fait bon vivre et où le citoyen est impliqué dans les décisions avec respect et tolérance. Nous incarnerons dans nos actions 4 valeurs principales que nous avons rassemblées sous l'acronyme EFIS, E pour empathie, F pour fiabilité, I pour intégrité et S pour solidarité. Alors on a la primeur de l'info, ceci dit c'est loin d'être un scoop, à peu près tout le monde s'attendait à ce que vous soyez candidat tête de liste pour les prochaines municipales. C'est une parole qui n'engage que vous. Donc vous ne serez pas forcément tête de liste. C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes à la tête en train de monter une liste. Bon, il faudrait éclaircir quand même les choses. Et qu'est-ce qui vous a décidé à l'annoncer maintenant ? Il faut à un moment donné le faire pour informer les Sarregueminois et qu'ils aient le temps de nous connaître et d'apprendre à nous connaître. Parce que nous serons des gens qui n'ont pas forcément tous une activité déjà dans la politique aujourd'hui. Nous serons en majorité des novices en termes de politique. Nous ne sommes pas souvent dans le Républicain Lorrain, nous ne sommes pas souvent sur votre plateau, donc il nous faut le temps pour que les gens apprennent à nous connaître. Alors vous allez avoir 6 mois pour vous faire connaître. Est-ce que vous allez bénéficier du soutien d'un parti ? Est-ce que vous aurez une étiquette ? Parce que vous êtes suppléant, député suppléant. Oui. Et pourtant plutôt brouillé, on va dire, avec la députée et le parti LREM ? Brouillé est un terme mal choisi. Je dirais, j'ai pris mes distances avec le mouvement La République En Marche et la députée. Je l'ai fait dans le calme, la sérénité et sans faire d'esclandre, parce que c'était un choix personnel et donc je voulais que ça se fasse dans la sérénité. Donc cette candidature, cette liste, ça ne sera pas LREM. Est-ce que ça sera sous une autre étiquette ? Est-ce que vous allez adhérer à un autre parti ? Nous partirons sans étiquette. Si à un moment donné, de par la nature de notre programme et de notre ambition, un parti veut nous soutenir, ce sera quelque chose qui pourrait être discuté. Puisque nous voulons avoir une liste et une ambition qui est collective et qui rassemble un maximum de Sarregueminois. Alors votre liste justement, est-ce qu'elle est complète ou est-ce que vous êtes encore en train de la former ? Elle n'est pas complète, mais elle est en bonne voie. Et parce qu'elle n'est pas complète aussi, parce que nous avons une volonté aussi de proposer, de sortir de l'entre-soi, parce qu'aujourd'hui, dans les constitutions des listes municipales, ça se passe dans l'entre-soi, dans son périmètre d'amis. Et nous avons la volonté d'ouvrir cette liste aux Sarregueminois.
Donc si des Sarregueminois partagent notre vision, partagent nos valeurs, partagent le désir de sortir de l'entre-soi et ont la volonté, comme nous, de servir la commune, je les invite à nous rejoindre pour participer à cette fantastique aventure humaine et citoyenne. Et alors, dans ceux qui sont déjà de cette aventure, est-ce que sur votre liste, il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, siègent au conseil municipal de Sarreguemines? Oui, il y aura Nicole Beckrich, qui est une conseillère municipale depuis 2 mandats, dont l'engagement citoyen et dont le service à la collectivité n'est plus à démontrer, une femme intègre et qui a l'image aussi de quelqu'un de posé, de sage et d'apaisé. On va parler un peu de votre programme, même si vous avez évidemment encore 6 mois pour l'affiner. Quels sont d'entrée de jeu les points forts? Quels sont les thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur? Parce que vous parliez de 4 axes tout à l'heure. Oui, alors aussi on a fait dans le visuel qu'on vous a communiqué, on a voulu prendre comme symbole l'arbre de vie. Parce que pour nous, il représente l'épanouissement, mais aussi la richesse de la communauté que forment tous les Sarregueminois. Pratiquement, il représente la nature, et on sait aujourd'hui qu'il faut la protéger. Spirituellement, il fait référence à la sagesse dont il faut faire preuve pour durer, et à la protection dont la ville doit faire preuve pour ses citoyens. Donc nous avons 4 axes, nous travaillons sur 4 axes. Ce n'est pas défini, il y aura peut-être d'autres axes, mais le premier, on l'avait intitulé la ville inclusive. Parce que nous voulons faire de Sarreguemines une ville où les habitants sont intégrés, impliqués et heureux. Une ville où la vie est facilitée, une ville où on vit en harmonie. Le deuxième axe, nous l'avons intitulé « Aux arbres citoyens », compte tenu de la révolution écologique nécessaire aujourd'hui. Et nous voulons que Sarreguemines soit une ville plus verte, plus propre, propre au sens propre du terme, et propre au sens décarboné du terme aussi. Le troisième axe, ce sera le développement économique, et le quatrième, ce sera la modernisation de la vie, de la démocratie locale. Côté démocratie locale, il y a notamment le fait que vous voulez que les conseils municipaux soient diffusés en direct, que tout le monde puisse les voir. Moi, ça m'interpelle parce que les conseils municipaux sont publics, or vous n'y assistez jamais. Ah, ça c'est faux. C'est faux. Je vous y ai rarement vu. J'y suis systématiquement, je vous y ai très rarement voilà, vu. J'y suis allé. Ensuite, j'ai une activité professionnelle qui aujourd'hui ne me permet pas de toujours assister, puisque c'est un horaire pour moi qui est assez tôt. Mais j'y suis. Donc si vous êtes élu, vous démissionnez? Comment? Si vous êtes élu, vous démissionnez? Vous arrêtez votre carrière professionnelle? Si je suis candidat, je pense qu'aujourd'hui, un maire doit avoir le temps à consacrer à ses concitoyens parce qu'il a pris un engagement auprès d'eux. Donc oui, si je suis tête de liste, je mettrai en suspens ma carrière professionnelle. Mais vous dites encore si je suis tête de liste. Ce sera sur quand ça? Ça, ce sera une communication. Aujourd'hui, dans notre équipe, il y a, en dehors de Nicole Beckrich, 5 autres personnes qui sont susceptibles de mener cette liste. Il y a Philippe Van Assel, qui a créé sa société de conseil en stratégie d'entreprise, qui lui briguera la présidence de la CASC. Ensuite, nous avons Marc Lantz, qui a fait HEC dans une notion de gestion publique, et qui a notamment une grande expérience dans les collectivités locales, puisqu'il a travaillé avec Dominique Perben à Chalon-sur-Saône. Il était l'un des chefs de service qui ont travaillé avec lui. Après, nous avons aussi Emmanuel Wart, qui a créé des emplois à Sarreguemines avec la création de l'Intermarché. Et aussi, nous avons Simone Reichardt-Vanner, qui est une professeure de religion sur sa réunion. Et voilà. Donc, vous voyez, on a une richesse de candidats qui feront, à mon avis, tous de bons candidats. Et il y a effectivement dans cette liste, je fais partie de cette liste aussi. Et alors, face à vous, sur les listes concurrentes, vous attendez à avoir qui comme adversaire tête de liste? Alors, si je donne ce sont que des intuitions. Ça n'engage que vous, personne n'est candidat pour le moment. Que des intuitions personnelles. Alors après, on ne sait pas si M. Saint-Graf partira avec M. Letts, c'est le grand mystère. Je pense que Mme Müller-Becker partira. Et je pense aussi que d'autres personnes sont en situation ou en recherche de faire des listes.
Donc il y aura pas mal de concurrence. Alors aujourd'hui, c'est parti, vous êtes le premier, vous donnez le coup d'envoi de 6 mois de campagne, 6 mois qui a priori s'annoncent intenses. Quelles sont les étapes clés du calendrier que vous vous êtes fixé avec votre groupe ? Alors la première étape clé, je pense, c'est l'annonce officielle du candidat qui sera à la tête de cette liste. Et puis après, moi, je ne crois pas aux grandes messes. Je crois ce qu'on a besoin aujourd'hui à Sarreguemines, c'est un travail proche des gens. Leur montrer notre proximité, être là avec eux, et puis leur proposer pas des grands discours, pas des grandes paroles, des choses simples et qui seront importantes pour leur cadre de vie. Et il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est que Sarreguemines a besoin aujourd'hui d'apaisement. Parce que moi, j'ai vécu à titre personnel certains faits qui m'ont quand même beaucoup fait souffrir pour des choses que qui résultaient juste d'une situation. Parce que j'étais candidat, ou potentiellement candidat, ou parce que j'étais le député de Nicole Triss. Certaines personnes ont eu des propos, je dirais, insupportables, de dire par exemple que je n'ai pas le sens de l'intérêt général. Voilà, ça, alors que tous les gens qui me connaissent savent que j'ai un profond sens de l'intérêt général et que moi, par rapport à d'autres, je ne défends aucun intérêt particulier ou je n'ai eu dans mon engagement politique aucun intérêt particulier. Bon, donc prochaine étape, ça sera déjà de savoir qui est réellement tête de liste. Exactement. On aura évidemment l'occasion du coup d'en reparler, de reparler de votre campagne, de reparler peut-être aussi plus en détail de votre programme. Merci en tout cas de nous avoir dévoilé les premières infos. On va continuer de s'intéresser à Sarreguemines, cette fois à travers une balade au centre-ville. Quels sont ses atouts et comment peut-on l'imaginer demain? Flora est partie enquêter, je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro On Tour et c'est un bel été qui s'achève ici à Sarreguemines, l'occasion de nous intéresser à son centre-ville. Alors il y fait déjà bon vivre, mais vous allez voir que de nombreux projets sont en cours. Mais avant ça, on se plonge dans l'ambiance sarregueminoise, un véritable art de vivre. Au confluent de deux rivières, Sarreguemines se laisse bercer par le flux des eaux de la Blise et de la Sarre. Confluence entre passé et présent, faïence et plaisance. Tout commence dans son architecture. Flâner dans les rues du centre-ville est un voyage à travers le temps, du Moyen-Âge à nos jours. De son château dominant la vieille ville, on descend profiter de la très animée place du marché où se tient 2 fois par semaine le marché. On découvre aussi le cachet des rues les plus anciennes. Dès les premiers rayons du soleil, les terrasses reprennent vie. Il suffit alors de lever les yeux sur les façades qui vous entourent, finesse de l'architecture, histoires insolites, richesse patrimoniale, chacune a une histoire à raconter. Avec la mise en place des espaces partagés, le piéton est presque roi dans les rues de Sarreguemines et évolue dans un joli cadre où il est agréable de se promener, faire son shopping ou faire une pause. Alors Sarreguemines pour moi est une ville vivante, c'est une ville plaisante avec un très beau cadre. On trouve encore énormément de boutiques, des boutiques avec énormément de marques et je trouve qu'effectivement quand on a envie de se faire une petite après-midi sympathique, on trouve de quoi faire, autant avec les salons de thé qu'avec les magasins, enfin il y a vraiment encore pas mal de choses. C'est un centre-ville, on a de la chance qui est encore préservé. De nombreux projets sont sur les rails ou encore en gestation pour dynamiser le centre-ville, un dispositif Action Cœur de Ville ambitieux dont les résultats sont très attendus.
On a mis à notre disposition le manager de centre-ville qui était très présent avec nous, qui est à l'écoute de l'ensemble des choses qui vont et qui ne vont pas. On est également sollicité par des cabinets d'études qui travaillent avec la mairie et qui nous sollicitent parce que justement on doit travailler avec eux pour établir ce constat-là, pour pouvoir avancer dans le positif. Ce que je veux dire malgré tout, c'est qu'au niveau de Sarreguemines, on jouit quand même quelque part d'un bon dynamisme puisque on a quand même 11 établissements qui nous ont rejoints, contre 2 qui ont fermé. Mais je veux dire, ça fait partie un petit peu de la vie économique d'un centre-ville. Donc concrètement, on est quand même malgré tout sur une marge positive. Après, il y a des grands projets d'envergure qui sont mis en place. On a foi en ce qui nous est proposé, notamment au niveau du Carré Louvain. Donc voilà, c'est plutôt dans l'ensemble positif. Mais c'est vrai qu'on peut regretter une certaine lenteur. Alors on espère que ça va aller vite. Voilà. En attendant, il est encore temps de prendre un café entre amis, un déjeuner au soleil, parce que c'est comme ça qu'on profite des beaux jours à Sarreguemines, d'un bout à l'autre du centre-ville. Ici, prenez votre temps et la ville de Sarreguemines se dévoilera sous son plus beau jour. Jérémy Kahn, vous êtes manager du centre-ville, tout nouvel arrivant sur ce poste. Alors après quelques mois d'activité, quel bilan vous faites? Alors déjà un premier bilan, c'est que je me suis rendu compte, parce que moi je ne viens pas du monde de la collectivité territoriale, je viens du monde de l'entreprise. Oui. De l'extérieur, on peut avoir une image, j'allais dire, d'une collectivité qui n'est pas forcément la bonne. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a une municipalité qui est mobilisée, c'est-à-dire les services municipaux, les élus, et tout le monde m'a bien accueilli. Et tout le monde m'intègre dans beaucoup de sujets, j'allais dire tout ce qui touche à la circulation, tout ce qui touche à la culture, au tourisme, mais bien entendu aussi au commerce. Et c'est vrai que l'accueil a été très favorable, et ce que je trouve vraiment très bien, c'est que tout le monde a envie que les choses avancent. Et il y a aussi bien entendu l'association des commerçants qui aujourd'hui est très dynamique et qui a envie d'avancer. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, tout à fait. Alors c'est quoi selon vous les atouts du centre-ville de Sarreguemines? Alors déjà, la première chose, c'est quand même la beauté de notre centre-ville. On est ici dans la zone piétonne, comme vous pouvez le constater, on a quand même un espace de vie qui est agréable. Alors bien sûr, il y a des choses à améliorer, certes, il y a aujourd'hui quelques locaux vides qu'on peut déplorer, néanmoins, on a aujourd'hui de vrais atouts, un conservatoire de musique en centre-ville, une école, on a aujourd'hui des infrastructures quand même qui sont présentes, on a plus de 200 commerces en centre-ville, il faut le savoir, avec quand même une diversité d'offres qui est très importante. Alors certes, on peut encore faire mieux, et il y aura bien entendu des choses à faire, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, mais néanmoins, il y a aujourd'hui une vraie volonté d'avancer, et autour de moi, toute une équipe de gens qui ont envie qu'on avance. Motivés en plus. Tout à fait. Alors justement, concrètement, c'est quoi les actions qui sont mises en place au centre-ville de Sarreguemines? Alors il y en a plusieurs, donc j'allais dire, il y a des choses, aujourd'hui moi j'ai enclenché des rencontres avec les commerçants, c'est-à-dire que je vais les voir individuellement. De l'échange? Tout à fait. Et je n'ai pas fini parce que comme je vous le disais, il y a plus de 200 commerces à voir, donc vous imaginez lorsque je passe 2 heures avec un commerçant, vous calculez le temps que ça représente, et des fois c'est plus d'ailleurs. Donc je suis déjà très mobilisé là-dessus. Mais après il y a aussi beaucoup d'autres actions à mener, le relevé des locaux commerciaux pour pouvoir aider des porteurs de projets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dès qu'un porteur de projet, dès que quelqu'un veut ouvrir un commerce, il peut nous contacter en mairie, il peut venir me rencontrer, et on a un rôle de facilitateur pour pouvoir les aider à se lancer. Et après j'ai aussi mes collègues, Erda Milmas, Kevin Cassette, qui aujourd'hui travaillent sur des sujets plus importants en termes de structure, c'est-à-dire on est sur des acquisitions entre autres de différents sites où on va monter des grands projets, donc ça forcément ça demande un peu plus de temps, il faudra un peu de patience bien sûr pour que tous ces points-là aboutissent. Néanmoins il y a des beaux projets qui sont aujourd'hui lancés, et bon bien sûr, alors moi-même je suis impatient et j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite, mais il y a un temps malheureusement incompressible pour que ces projets aboutissent. Et alors qu'est-ce qui se voit là par rapport à tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut constater vraiment sur le terrain? Alors déjà ce qu'on peut constater, alors c'est pas forcément d'ailleurs que l'action de la ville, mais c'est quand même l'appel d'air par Action Cœur de Ville qui a généré ça. On a aujourd'hui un ratio positif en termes d'ouverture. Il y a plus d'une dizaine d'ouvertures de commerce quand même qui se sont faites sur l'année 2000. Ce n'était pas le cas
auparavant? Ce qui n'était pas le cas. Alors c'est sûr qu'il y a une rotation naturelle qu'on observe dans un centre-ville qui est normale, avec des changements d'enseigne, avec des fermetures et des ouvertures. C'est la vie d'une entreprise, j'allais dire. Mais disons, on a quand même un ratio qui est positif avec plus d'une dizaine d'ouvertures aujourd'hui et 2 à 3 fermetures ou entreprises qui se sont déplacées. Mais dans l'ensemble, le ratio est très positif et surtout ce que je constate, c'est que beaucoup de gens nous contactent en mairie pour ouvrir de nouveaux commerces et ont une vraie volonté. Et je pense que ça, par contre, c'est vraiment un signe fort pour le développement et la redynamisation de notre centre-ville. Donc ça veut dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, le centre-ville va un petit peu bouger. On va voir ça. Tout à fait, tout à fait. Donc on voit aussi qu'il y a des animations. Alors il y a des animations qui existaient déjà, des moments phares dans le centre-ville. Mais voilà, on essaye aujourd'hui de lancer de nouvelles choses. Par exemple, des tests qui ont été faits cet été avec les Animankeurs, par exemple, où on a eu de la démonstration ici même de danse, entre autres avec le Texas Club qui nous a montré, qui nous fait des démonstrations et des initiations de country. On a eu une école de chant sur la place du marché. On a eu des démonstrations de danse aussi devant l'hôtel de ville. L'idée, ça va être de répéter ce genre d'animation, de les pérenniser et d'en avoir de plus en plus dans le futur. Justement, on va faire un point sur ces animations qui ont lieu à Sarreguemines. Vous allez voir qu'ici, chaque saison a ses animations. Regardez. À chaque saison, sa fête et son rassemblement populaire. Sarreguemines commence l'année et la fin de l'hiver avec son carnaval. Un carnaval de tradition rhénane qui commence le 11-11 à 11h11 pour se finir le mercredi des Cendres par la condamnation et la mise à mort du prince de carnaval. Parmi les festivités, la cavalcade internationale est le point d'orgue de la manifestation. Une cinquantaine de chars et plus de 1000 carnavaliers parcourent les rues du centre-ville devant quelques 30 000 visiteurs. Au début de l'été, une autre manifestation secoue le centre-ville. Tous les derniers week-ends de juin, depuis 1991, la Saint-Paul fait la part belle aux arts de la rue. Cette fête trouve ses origines au XIXe siècle. La Saint-Paul était la fête des faïenceries de Sarreguemines. Elle a été célébrée pendant près d'un siècle, prenant une importance considérable dans les années 1870. D'un tout autre genre aujourd'hui, la fête est devenue un événement estival majeur dans le paysage culturel de la région. Un grand rassemblement de sportifs marque la saison automnale. Depuis plus de 30 ans, les 10 km de Sarreguemines fait courir amateurs et professionnels, hommes ou femmes, à travers les rues de la ville. Quelques 2000 participants se disputent la victoire chaque année sur les rives de la Sarre. Et n'oublions pas le feu d'artifice de la fête nationale et le marché de Noël féerique au cœur de l'hiver. Ouvrez grand les yeux, vous êtes à Sarreguemines. Marc Zingraff, je poursuis mon émission avec vous. J'aimerais qu'on parle des espaces partagés. Alors, avec le recul, comment se sont appropriés les habitants du centre-ville ou les usagers, en tout cas, voilà, ces espaces-là? Voilà. Alors, les espaces partagés, c'est un concept par rapport auquel on a une dizaine d'années maintenant de recul. Les Sarregueminois ont découvert petit à petit les avantages, les inconvénients de ces espaces. Ça râlait effectivement un petit peu au début, mais très vite, les gens sont rentrés dans l'intelligence de cet espace-là, qui a ses particularités. Espace partagé, ça renvoie tout d'abord au savoir-vivre ensemble. Et c'est un vaste projet, le savoir-vivre ensemble. Ça suppose que dans la rue, finalement, on fasse cohabiter des gens qui tout simplement circulent en voiture, en vélo, des gens qui sont à pied, des gens qui promènent leurs courses, des gens qui vont travailler, qui sont plus ou moins pressés. Donc c'est un très vaste projet. Et je crois qu'il faut du temps, il faut de la pédagogie pour découvrir les avantages de la question. Alors récemment, vous avez aussi évoqué quelques aménagements pour un autre coin du centre-ville de Sarreguemines, la place du marché. Alors qu'est-ce qui va être fait concrètement? Écoutez, le plus simple, c'est peut-être qu'on aille voir. Allez, c'est parti, je vous suis. Voilà. Alors nous voilà à la place du marché.
Alors concrètement, qu'est-ce qui va être fait ici, Marc Zingraf? Alors il s'agit d'une deuxième étape dans l'avancée des questions et des projets Cœur de Ville, Action Cœur de Ville. Nous avons récemment terminé ce qui concerne la rue de la Charrue voisine, ce qui va nous permettre d'intervenir ici puisqu'il y aura possibilité de passage par la rue de la Charrue. Alors ici plus particulièrement, priorité, après concertation évidemment de la population, des riverains et de tous les intéressés, de ce qui peut concerner l'activité de vie liée aux terrasses, au commerce sur la place. Donc il faut qu'on puisse peut-être apprécier davantage la quiétude et le rayonnement, la sérénité de cette place, notamment en été, vous le voyez aujourd'hui, il faut s'interroger sur la place de la voiture. Alors il y a eu, lors des réunions de concertation, des propositions finalement de distinguer la saison hiver de la saison été. Idée peut-être qu'en hiver on peut tolérer des voitures, ça aide tout le monde, y compris les commerçants. Donc forcément ça peut être un plus en hiver, mais en été, eh bien réserver l'espace nécessaire aux terrasses pour pouvoir s'épanouir. Voilà, donc on réfléchit avec la population. La concertation a commencé au printemps, elle va continuer cet automne. C'est aujourd'hui la manière de faire qu'on essaye d'emprunter pour chaque projet qu'on met en place. Il faut en gros une année de concertation pratiquement avant le passage à l'acte pour pouvoir répondre aux attentes. C'est jamais parfait, les problématiques, les problèmes quelquefois subsistent, mais on a de bons taux de résolution, des questions particulières ou un peu compliquées. Voilà, donc aujourd'hui, on sait à peu près vers quelle destination on va, mais il reste par exemple à dessiner le sens de circulation. Ça aussi, ça demande encore un certain nombre de concertations, de réunions de travail. Oui, nous avons déjà présenté certains schémas à la population, les médias d'ailleurs s'en étaient fait l'écho. Ça supposait aussi une réflexion sur le marché, parce qu'il faudra transférer le marché à un certain moment. Donc il y aura une segmentation du chantier sur 2 saisons, enfin sur voilà. Et ça suppose aussi qu'on propose aux commerçants de la place des alternatives pour qu'ils puissent aborder ces saisons-là, certes avec certaines nuisances côté travaux, mais aussi avec la possibilité de s'y retrouver. Donc il y aura encore quelques décisions à prendre prochainement. C'est le début d'un grand chantier, à différents niveaux et dans tous les sens du terme. Finalement, c'est quoi le centre-ville de demain? Alors, le centre-ville de demain, moi je crois que c'est un vrai lieu de vie. Un vrai lieu de vie. On parlait d'espace partagé tout à l'heure. Un lieu de vie, mais qui repose sur des projets partagés, sur des ambitions partagées, sur des plaisirs partagés. Alors, un lieu de vie parce qu'on y vient au centre-ville pour y vivre, pour y habiter. Trop souvent, on fait le choix de l'extérieur. Il faut faire la preuve qu'il fait bon vivre dans le centre-ville. Je crois que c'est très important. Ensuite, un lieu de vie où on travaille. Le coworking, par exemple, c'est une idée qui se développe. Partager des espaces de travail, eh bien, où de mieux qu'au centre-ville. Voilà. C'est un lieu de commerce pour rencontrer, pour trouver des moments de plaisir, de shopping dans la ville, avec des formules qui sont plus connectées, mais dans l'intérêt aussi quelquefois de nos commerçants sur place. Il faut rencontrer les commerçants et il faut que ce soit un vrai plaisir d'évoluer dans la ville. En tout cas, sur le papier, ça donne envie. Oui, et puis alors on a commencé un peu. On sait que le sport a donné des expériences de sport dans la ville qui montrent qu'on peut faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude dans la ville. Il faut l'animer, la ville, et évidemment, le manager et l'ensemble de l'équipe managériale sur la ville s'y emploient tous les jours, mettent en route des processus qui durent quelquefois un petit peu, mais qui vont donner, je pense, de bons résultats. Et ben, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. Et puis, ce qu'on peut dire aussi sur Sarreguemines et sur son centre-ville, c'est qu'ici, il suffit de lever les yeux pour découvrir des secrets et des trésors d'histoire. Regardez. Voici une très jolie rue de Sarreguemines. Dans le prolongement du tribunal, elle offre une belle perspective et l'on peut imaginer ce que pouvait être un jour de parade sur cette rue autrefois appelée Kasernenstraße. En effet, avant le tribunal se trouvait là une caserne et les parades militaires se déroulaient là, sous les jolis balcons de cette rue. D'ailleurs, en levant les yeux, on peut découvrir des architectures marquées par l'influence de l'Art Nouveau. Nous voici devant la maison Fischer, du nom de l'architecte qui l'a fait construire en 1905. Sa splendide façade en céramique fait partie des plus beaux décors du centre-ville. Si plus aucun militaire ne vient parader ici, ils ont peut-être quand même suscité des vocations. Au numéro 17 sont nés 2 frères qui ont embrassé cette carrière et y ont brillé. D'ailleurs, aujourd'hui, cette rue porte leur nom, rue des Généraux Crémer.
Voilà, on termine notre déambulation au centre-ville de Sarreguemines. Évidemment, on s'arrête en terrasse, impossible de résister. De mon côté, il est temps de faire une pause pour quelques semaines, mais rassurez-vous, je vous laisse entre les mains d'Uranie Tozic. À partir de la semaine prochaine, elle vous propose un super programme. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain On Tour.